Salvatore Moggeri qui va nous présenter son dernier ouvrage, Gouvernance. Alors Salvatore, est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots, avant ensuite de rentrer dans la présentation de ce livre? Tout à fait. Donc, je suis Salvatore Moggeri, sociologue à l'Université d'Orléans, en poste à l'IUT de Chartres, dans le département gestion logistique transport, où j'enseigne des matières relatives à la gestion des flux de marchandises, des flux d'informations, appliqués donc à ce qu'on appelle la supply chain. Et je suis membre de Valorem, Val de Loire Recherche en Management, qui est le laboratoire de recherche du département de formation en sciences de gestion à l'Université d'Orléans. Et bien entendu, je suis un des membres fondateurs du RT30, le réseau thématique numéro 30, Sociologie de la gestion, de l'Association française de sociologie. Je suis actuellement son animateur, son responsable, je crois qu'on dit président. Enfin, je dois être le 4e ou le 5e du genre. Très bien. Et donc, cet ouvrage s'inscrit, j'imagine, dans tes réflexions sur l'objet gestion, dans une perspective sociologique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à aborder ce thème, cette question, à étudier cet objet? Bien. Je crois que c'est un concept qui s'est imposé dans le discours commun depuis une vingtaine d'années, en tant que sociologue, mais aussi en tant que simple citoyen ou comment dirais-je, amateur de débats sociétaux, on va dire. On a tous été confrontés à ce terme, et par conséquent, en tant que terme relevant directement des sciences de gestion, relevant directement de toutes les problématiques relatives à l'organisation de l'entreprise, des rapports de production, en tant que terme couvrant des tas d'aspects relatifs au rapport salarial, le sociologue se doit de s'y intéresser. Et donc c'est le premier aspect de la réponse que je pourrais faire. Le deuxième aspect, il est plus factuel. Il est qu'il y a 3 ans, j'étais associé à une équipe de recherche sur justement la gouvernance portuaire. Ah oui. Donc dans le cadre d'une ANR qui s'appelait GECOP, dont je ne me rappelle plus le sens exact, mais enfin j'ai été amené à faire une série d'entretiens dans les ports italiens pour en analyser précisément les nouvelles formes de gouvernance. Et donc, pour éclairer bien nos travaux, j'ai proposé à ce groupe de recherche de faire une synthèse des textes relatifs à ce concept. Et pour finir, j'en ai proposé la publication à Duno qui l'a accepté. Donc, au fond, le terme de gouvernance vous a d'abord été imposé avec les autres chercheurs qui travaillaient sur les ports italiens, et ça t'a donné l'idée de creuser ce qu'il y avait derrière ce terme, l'emploi de ce terme qui se généralisait, puisqu'on gouverne. Enfin, maintenant, dans le monde hospitalier, par exemple, on parle de gouvernance, alors qu'avant, il y avait des directeurs d'hôpitaux. Au fond, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est pas simplement changer de terme pour cacher la même réalité derrière? Est-ce que toi, tu aboutis à une définition de ce concept? Parce que tu parles de concept, mais la plupart des gens en parlent sans forcément y voir un concept. Tandis que toi, tu as, j'imagine... Oui, écoute, il est clair qu'on en fait un usage peut-être excessif, mais néanmoins, il y a un champ de recherche qui s'est structuré depuis une vingtaine d'années autour de ce terme. Et s'il est issu en réalité
de l'univers politique, hein. Je crois que originellement c'est là qu'il a pris racine, et qu'il s'est étendu ensuite à une multitude de domaines, l'entreprise bien sûr, mais à peu près tous les champs de l'activité sociale ont fait référence à ce concept, enfin à ce terme. Il n'en reste pas moins vrai qu'on peut lui donner une définition, disons, qui fait consensus, et qui tend à désigner de nouvelles modalités d'organisation du social, des nouvelles formes de négociation entre des acteurs de diverses origines, à la fois par exemple issus de l'administration ou de l'État, mais aussi par exemple des collectivités territoriales, ou alors de la société civile, c'est-à-dire des entreprises, des associations, etc., et qui se réuniraient, se regrouperaient pour débattre de thématiques qui les intéressent, de manière, disons, démocratique. La gouvernance se distinguant du terme gouvernement par cette idée justement qu'on aurait affaire à des processus dans lesquels aucun acteur n'aurait en dernière instance le pouvoir de décider de ce qu'il convient de faire, mais à l'inverse, on serait confronté à des processus donc, de construction d'une décision de façon, disons, collégiale et démocratique. Ce qui, bien entendu, reste à démontrer en chaque cas, parce que peut-être la limite du concept de gouvernance, c'est précisément de masquer les enjeux véritablement politiques qui se cachent derrière tout processus de décision sociale, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous définir les 2-3 grandes idées de ton ouvrage, les idées forces? Eh bien, oui, j'ai déjà commencé classiquement par un parcours, disons, terminologique. Il s'agissait de faire la lumière sur les origines du concept, son étymologie peut-être. On se rend compte qu'en fait, il était initialement présent dans la langue française et qu'il apparaissait comme équivalent au synonyme quasiment du terme gouvernement. Entre la gouvernance et le gouvernement, dans la France d'Ancien Régime, et même auparavant, il n'y avait pas de différence. Ce n'est que progressivement que le terme gouvernance est tombé en désuétude et qu'on lui a préféré celui de gouvernement, sans doute pour refléter les processus d'organisation politique qui se mettaient en place après la période féodale, pendant la période absolutiste et ensuite après la Révolution française. Donc, première partie, une mise au point sémantique, on va dire. Et ensuite, eh bien, j'ai structuré l'ouvrage autour de 2 grandes parties. L'entreprise et le champ politique ou institutionnel et politique. Pourquoi? Bien parce que ce sont dans ces 2 champs que s'est imposé le concept de gouvernance et qu'il y a triomphé, quoi. Donc la deuxième partie porte sur la gouvernance appliquée à l'entreprise et la troisième partie à la gouvernance appliquée au monde politico-institutionnel. Tu fais venir un peu la jeunesse de la gouvernance en opposant un peu les actionnaires, les dirigeants d'entreprise, etc. Et à ce propos, tu mobilises, je crois, Adam Smith, et sur des travaux qui sont assez peu cités. Je ne sais pas si tu peux nous en dire 2 mots. Oui, alors, pour ce qui est de la gouvernance appliquée à l'entreprise, la situation est très claire. Le terme gouvernance s'applique à décrire le type de relation qui se met en place entre, d'un côté, les propriétaires des entreprises, en particulier les entreprises par action, qui présentent la particularité eh bien de compter un grand nombre de propriétaires qui ne se connaissent pas forcément les uns et les autres,
et de l'autre côté, eh bien, les dirigeants d'entreprise qui sont nommés par ces mêmes propriétaires. Donc le terme gouvernance appliqué à l'entreprise désigne le type de relation qui se met en place entre ces deux acteurs. Et il se trouve qu'en fait, si ce sont les années 80 qui, dans l'Occident industrialisé, capitaliste, ont remis au goût du jour le terme gouvernance, il apparaît que dès le XVIIIe siècle, quelqu'un comme Adam Smith, dans son ouvrage Recherche sur les causes de la richesse des nations, avait consacré des lignes très très claires sur cette question, et dénonçant précisément ce qui était la faiblesse constitutive, selon lui, des sociétés par action, c'est-à-dire le fait que les dirigeants de l'entreprise, n'engageant pas leur argent propre dans le développement des activités, témoignaient peut-être d'une attitude laxiste dans la manière de gouverner l'argent des propriétaires, et de ce fait, il estimait qu'il y avait une déperdition potentielle de richesse contre laquelle il fallait absolument s'opposer. Et donc on peut dire que Adam Smith était radicalement contre les sociétés par action. Il déconseillait cette forme d'organisation qui pourtant est devenue l'organisation majoritaire, qui a fait que justement, au tournant des années 70-80, la thématique de la gouvernance s'est de nouveau imposée dans les sciences de gestion. Et avec cet effort que tu as fait de clarification du concept, hein, donc il y a la genèse, son application à deux sphères d'activité complémentaires. Avec ce travail de clarification, est-ce que dorénavant, tu nous donnes les moyens d'analyser différemment, on va dire, les situations contemporaines, marquées notamment par l'extension du fait gestionnaire? Est-ce que ça peut aider, on va dire, soit le chercheur, soit le praticien à mieux analyser certaines situations contemporaines qu'on vit, alors soit dans l'univers politique, soit dans les organisations, les entreprises marchandes? Ce que je retiens fondamentalement de ma réflexion, c'est que avec ce terme de gouvernance, on cherche à faire passer en contrebande des représentations du monde de l'entreprise ou de l'univers politique qui ne correspondent pas à la réalité des pratiques et des rapports de pouvoir qui perdurent dans ces différents champs. Je crois que le terme gouvernance a servi, comme on pourrait dire, de faux nez à des rapports de puissance entre acteurs qu'on entend nier et qu'on entend euphémiser en les appelant du nom de gouvernance plutôt que de gouvernement. En fait, c'est la dimension proprement politique des rapports sociaux qui me semble occultée à la faveur du recours à ce terme de gouvernance et qui masque en fait la persistance, bien sûr, de l'importance des rapports politiques dans les sociétés. On pourrait dire que c'est une forme ou un dispositif par lequel il y a l'exercice des rapports de domination symbolique qui se mettent en œuvre. C'est cette idée qu'on intériorise un peu notre position de dominé éventuellement, puisque du coup ça nie l'existence des rapports de domination. Non, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que je pense que en fouillant, on s'aperçoit qu'il y a toujours un acteur dominant dans un processus de décision sociale, qu'il s'agisse de l'entreprise ou de la société, mais que pour masquer la réalité de cette domination, de cette persistance donc d'acteurs majeurs, d'acteurs dominants, eh bien on recourt à des euphémismes, à des artifices de vocabulaire, pour donner à croire que la démocratie règne dans toutes les instances, que l'entreprise n'est pas indemne de courants démocratiques qui parcourent l'ensemble du corps social, alors qu'en réalité, bien sûr, autant au niveau des rapports entre les nations, dans les instances publiques internationales,
qu'au niveau des rapports entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés dans les entreprises, il est clair que toutes les voix ne comptent pas à l'identique et qu'on continue d'avoir affaire à des rapports de domination qui sont très prégnants. Du coup, est-ce que tu fais lien avec la sociologie de la gestion en disant que la gouvernance s'inscrirait dans le processus de gestionnarisation qu'on étudie depuis les années 2000 ou ça participerait au processus? Pour ce qui est de l'entreprise, il est indubitable que toutes les entreprises aujourd'hui cherchent à se donner des structures de gouvernance qui répondent à un modèle dominant qui s'est diffusé à l'échelle internationale à partir des États-Unis, depuis les États-Unis et l'Angleterre en particulier, qui sont les foyers de production des nouvelles formes de gouvernance entrepreneuriale. Donc il est clair que la gouvernance, quand on l'applique à l'entreprise, conditionne directement l'ensemble de l'organisation des activités économiques et des activités de production. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont emboîtés les uns dans les autres, depuis les structures de gouvernance qui régissent les rapports entre dirigeants et actionnaires, jusqu'aux dispositifs de gestion qui sont mis en place au niveau, on va dire, des opérations de production les plus simples. Et qui toutes tendent, selon moi, à favoriser, bien sûr, la création de richesse pour l'actionnaire et, bien sûr, la production de valeur au profit des propriétaires de l'entreprise et, bien entendu, de ce salariat de confiance que sont les cadres dirigeants des sociétés. Donc, ma réponse serait que oui, indubitablement, la gouvernance, et c'est pour ça que je me suis intéressé, relève de tout ce qui nous intéresse au sein du RT30 et doit être prise en considération pour révéler les rapports de force et de pouvoir qui existent dans les entreprises. Là, nous avons un débat assez théorique, mais est-ce que dans le contenu même du livre, tu donnes des exemples concrets, des cas, des analyses qui permettent de mieux ancrer ta pensée? Oui, il s'agit quand même que d'un ouvrage, disons, didactique, d'introduction au concept de gouvernance. Donc, à ce titre, il est avant tout destiné aux étudiants de premier cycle, peut-être de deuxième cycle universitaire, aux managers qui veulent se faire une idée rapide de la question, aux syndicalistes, etc. J'ai, pour cette raison, cherché à donner une forme didactique à cet ouvrage, pédagogique à cet ouvrage, et j'ai intercalé de nombreux encadrés qui permettent de préciser à chaque fois un certain nombre de notions ou de, anecdotes historiques qui permettent d'éclairer un certain nombre de notions ou de concepts. Et bien sûr, au niveau mondial, il y a une véritable efflorescence d'institutions de gouvernance de la gouvernance. Voilà. C'est vrai au niveau international, c'est vrai au niveau continental et au niveau national. On est vite perdu dans cette pyramide de dispositifs de gestion de la gouvernance ou de gouvernance de la gouvernance. Donc à chaque fois que ça a été nécessaire, j'ai fait un encadré pour préciser quelles sont les institutions qui sont en charge de développement des structures de gouvernance, des chartes de gouvernance, des manuels de gouvernance, des bonnes pratiques de gouvernance, etc., etc. On voit que c'est un processus extrêmement normé, extrêmement encadré au niveau international, et une entreprise ne s'aventure jamais en terrain vierge quand elle commence à s'occuper de gouvernance. Elle a à sa disposition une foultitude d'outils, de manuels qui lui permettront de calibrer ses organes de gouvernance. Donc pour toutes ces raisons, j'ai souhaité effectivement multiplier les encadrés pour apporter des éclairages ponctuels
sur des notions, des processus, des périodes historiques, etc. etc. C'est intéressant cette idée d'empilement de dispositifs. En gros, la gouvernance, ça pourrait être ce qu'on appelle des un métadispositif de gestion. Non? Ben, en tout état de cause, il existe au niveau international un mouvement clairement constitué, avec des acteurs clairement répertoriés, des capitaux clairement identifiés, qui tous convergent vers la production de dispositifs de gouvernance qui s'appliqueront, qui tendent à s'appliquer à l'identique à travers toute la planète. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que tout se passe comme si il y avait un mouvement international, mondial, de homogénéisation des pratiques de gouvernance dans l'entreprise, mais c'est vrai aussi au niveau politico-institutionnel, parce que toutes les grandes institutions, la Banque mondiale, le FMI, etc., ont tous mis en place un travail de réflexion sur les meilleurs organes de gouvernance à se donner pour exercer au mieux les missions qui sont les leurs. Donc il y a homogénéisation, mais standardisation aussi. Oui, bien sûr, oui. Dans mon esprit, c'est la même chose. Hein. Et donc pour conclure, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, hein, après ce que tu nous dis, et ce qui laisse un peu supposer quand tu mets le S entre parenthèses dans le titre de gouvernance. Du coup, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y aurait d'autres modes alternatifs de gouvernance possibles? Notamment, on a beaucoup parlé d'un autre mode de gouvernance de la finance, etc. Je ne sais pas si tu abordes ces questions-là ou si tu ouvres des pistes là-dessus. Eh bien, il y a eu de tels mouvements de remise en cause des institutions internationales de gouvernance financière ou de gouvernance du développement, par exemple, qu'aujourd'hui, ces institutions ne peuvent plus rester sourdes aux attentes sociétales en faveur d'une autre gouvernance. Hein, les contestations des forums, des différents forums mondiaux, forums financiers mondiaux organisés par le FMI, etc., montrent bien qu'on est arrivé aujourd'hui à un tournant. Les structures mondiales de la gouvernance économique et sociale doivent se réformer, ça c'est absolument clair. Alors, quelle forme donner à ces nouvelles structures? Tout ça, ça fait l'objet d'un débat qui engage des forces sociales colossales. Donc les mouvements de contestation, disons altermondialistes, on leur parle là-dedans, mais il existe aussi des tas d'associations, de mouvements citoyens, on va dire, qui font pression sur les structures internationales, hein, pour évoluer. Donc, à cet égard, je dirais que un des mots d'ordre qui fait consensus, c'est que les instances de la gouvernance mondiale doivent s'ouvrir à la société civile. Seulement, ce que j'essaie de montrer dans ce petit livre, c'est que c'est souvent qu'une incantation, parce que la société civile, on a beaucoup de mal à l'appréhender. Qu'est-ce qu'est la société civile? On ne le sait pas. On connaît des organisations de la société civile. Donc des associations comme ça, plus ou moins spontanées, qui émergent du magma qu'est la société pour essayer de défendre telle ou telle cause. Mais on ne peut pas dire d'elle qu'elle représente la société civile avec un grand S. Donc la question de la démocratisation, de la transparence, de la gouvernance mondiale reste entière et doit continuer à faire l'objet de débats pour déboucher sur des formes plus satisfaisantes. C'est la même chose pour l'entreprise. La fameuse RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, enfin la responsabilité sociale de l'entreprise, est aussi au cœur d'une nouvelle représentation possible de l'entreprise. À qui appartient en réalité l'entreprise? Point d'interrogation. À qui imputer des dégâts sociaux ou environnementaux qu'on peut reprocher aux entreprises? Eh bien, tout ça fait l'objet de débats, sans doute pas suffisamment publicisés au niveau médiatique, mais qui mettent le doigt sur ces questions de refondation de l'entreprise, redéfinition de la fonction sociale de l'entreprise, etc. etc. quoi. Donc c'est vraiment un vaste chantier. Ben, merci beaucoup, monsieur. Merci, Serge.
Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler de cet ouvrage, mes amis.